Normalement, pour financer un projet, on a 2 solutions. Soit on le paye cash, ou alors on le paye avec un emprunt, sur lequel on devra rembourser des intérêts. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats qui croulent sous le pétrole ou les ressources, mais qui s'embêtent à quand même choisir l'option avec emprunt, alors qu'ils ont largement de quoi payer cash leur projet? On imagine souvent l'État comme une espèce de tirelire géante. Mais gérer un pays, c'est pas faire ses courses au supermarché. Si l'Arabie Saoudite ou la Malaisie payaient tout cash, elle ferait une erreur économique majeure. Si l'Arabie Saoudite a 5 milliards en caisse et qu'elle les dépense d'un coup pour une autoroute, par exemple, cet argent est immobilisé. Ça veut dire qu'il ne sert plus à rien. Sa valeur est entièrement transférée dans cet actif qu'est l'autoroute. Ce que font les pays en général, c'est alors plutôt d'emprunter ces 5 milliards à un taux, disons, de 3%, voire beaucoup moins dans de bonnes conjectures économiques. Et ils placent en même temps leur propre trésorerie dans d'autres actifs qui rapportent 6 ou 7%. En faisant comme ça, ils continuent de gagner de l'argent tout en construisant. Ils utilisent l'argent des institutions financières pour créer de la valeur, comme des autoroutes et des capitaux, pendant que le leur continue de fructifier ailleurs sur d'autres marchés. C'est exactement ce que font les fonds souverains du Golfe. L'Arabie Saoudite emprunte pas parce qu'elle est pauvre, elle emprunte parce qu'elle a des endroits bien plus rentables où mettre ses propres milliards. La dette souveraine, c'est donc pas un signe de faiblesse, c'est un outil d'optimisation du capital. Ça, c'est la raison principale. Mais il y a aussi le fait, par exemple, de vouloir étaler le coût sur plusieurs générations pour rester équitable entre les générations, de préserver les réserves de change, de dynamiser le marché financier du pays pour attirer des nouveaux investisseurs, et parfois même de tenter de faire jouer l'inflation en sa faveur. Mais le problème est là. Dans les exemples qu'on vient de voir, on parle très clairement d'intérêts liés à des prêts. Sauf que, comme vous devez déjà le savoir, c'est un des interdits les plus fondamentaux de la législation islamique. Alors comment est-ce que des pays dont la constitution est explicitement basée sur les principes de la charia peuvent se financer sans passer par ces prêts? Et surtout, sans faire cette erreur économique de financer cash toutes ces infrastructures d'un coup?